Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce mercredi. Ne vous fiez pas aux apparences, la moitié des sites contrôlés sur Tahiti et Moorea sont impropres à la baignade. C'est ce qui découle du dernier bilan réalisé par le Centre de santé environnementale. Cause de cette dégradation et conséquences sur la santé, nous pencherons sur ces problématiques dans un instant. Vous verrez ensuite les premiers pas de Moerani Frebo au Palais Bourbon. Le député polynésien fraîchement élu s'acclimate à la vie parisienne et se prépare pour sa première rentrée parlementaire. Je vous emmènerai aussi à Maupiti où nos équipes ont fait une série de reportages. L'île se prépare à accueillir les visiteurs qui assisteront à la pêche aux cailloux. Vous le verrez, des invités de marque ont fait le déplacement. Autre rendez-vous très attendu, le Tuaro Maohi. En plus de nos athlètes polynésiens, des Hawaïens, Calédoniens, Samoans et Cookiens feront cette traditionnelle course des porteurs de fruits. Seule une zone sur deux est propre à la baignade sur Tahiti et Moorea. Mais à quoi est due cette pollution? Quels sont les risques pour la santé? Et savez-vous quelles zones sont concernées? Élément de réponse dans ce reportage. 1559 échantillons ont été prélevés pour réaliser le bilan 2023 du contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade. À Tahiti, sur les 62 points de contrôle en mer, seulement 52% sont jugés propres. Contrairement aux idées reçues, les eaux ne sont pas polluées qu'en zone urbaine, elles le sont tout autant en zone rurale. Depuis 40 ans, la situation se dégrade chaque année en raison de plusieurs facteurs. Essentiellement l'urbanisation qui est une grosse source finalement de pollution, les terrassements, les caniveaux d'eau pluviale, les ruissellements qui font que voilà, ça charrie énormément de pollution. Et puis les eaux usées, c'est des eaux qui vont être source de contamination majeure. Problème, les baigneurs ne sont soit pas informés de ce classement des eaux, soit ils lui accordent très peu d'importance. C'est important par rapport à nos enfants parce qu'ils adorent la mer. Donc, vaut mieux le savoir, mais moi je ne savais pas du tout. Je vais retourner dans l'eau quand même, parce que elle est fraîche, il fait chaud, je sais pas. Oui, voilà, ça se voit pas que c'est sale. Non, je savais pas du tout en fait. Mais comme tu vois, même toi tu as les pieds dans l'eau, hein. Même si elle est en zone rouge, elle est toujours aussi bonne. On fait ces cartes justement pour prévenir ce genre de comportement. Quand on va qualifier une eau de qualité insuffisante, donc impropre à la baignade, c'est parce que il va y avoir des germes qui sont contenus dans cette eau. Ces germes peuvent être à l'origine de dermatite, d'otite, de conjonctivite et de syndrome de type gastro-entérite, donc fièvre, nausées et vomissements. La principale source de contamination provient des eaux usées qui relèvent de la compétence communale. Seul Bora Bora a des eaux de baignade de qualité excellente. Selon la direction de la santé, la mise en place d'un assainissement collectif public serait la solution pour généraliser ces bons résultats sur l'ensemble du territoire. A noter que l'étude est basée sur la qualité bactériologique des eaux de baignade, la pollution chimique, elle, est non mesurée. Il est le premier député polynésien arrivé dans l'Hexagone. Moerani Frebo a passé une première journée à la découverte de Paris et du Palais Bourbon. Julien Panafieux est allé à sa rencontre quelques jours avant sa rentrée parlementaire. À quelques jours des Jeux Olympiques, Moerani Frebo vit son premier marathon. Arrivé mardi dans l'Hexagone, le nouveau député de la première circonscription enchaîne les rendez-vous. Quelques heures après sa descente de l'avion, l'élu marquisien a rencontré le Premier ministre Gabriel Attal ainsi que la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux. S'en sont suivis des échanges le lendemain avec Patrice Faure, directeur de cabinet du président de la République, le tout avec un seul objectif. On n'a échangé que sur les sujets que l'on pourrait régler à très court terme. J'ai demandé notamment pour solutionner le gros problème de main-d'œuvre de nos communes polynésiennes et les soucis aussi que rencontre notre jeunesse polynésienne, pour obtenir quelques revenus, même si ce n'est pas forcément des dispositifs qui sont pérennes, mais au moins augmenter les montants des différentes enveloppes que sont les chantiers de développement pour voir les services civiques. De la fatigue, il y en a. Il faut dire que l'agenda est chargé. Nomination du président de l'Assemblée le 18 juillet. Le lendemain, annonce de la constitution des différents groupes politiques. Enfin, le 20 juillet, l'attribution des commissions permanentes. Et la commission des lois montre déjà de l'intérêt aux yeux du député marquisien.
Important pour la Polynésie concernant l'évolution statutaire de notre territoire, important aussi concernant la modification du Code général des collectivités territoriales qui est demandé par les maires de Polynésie. Et c'est aussi ma sensibilité. J'ai fait des études de droit, donc la commission des lois m'intéresse particulièrement. Mais il y a aussi d'autres échéances. Le parlementaire a choisi de ne pas cumuler de mandats et de s'installer à Paris. Une nouvelle vie qui nécessite une petite adaptation. C'est sûr, c'est un changement total de rythme de vie, de code vestimentaire, d'habitude. Et donc on a enchaîné derrière avec les formalités administratives de rentrer à l'Assemblée nationale. C'est pas évident avec le décalage horaire. De nouvelles habitudes que ces deux collègues parlementaires polynésiennes connaissent plus. Le député va être rejoint par Nicole Sanker, ayant déjà connu l'Assemblée nationale lors d'un mandat de 2017 à 2022. Enfin, Meriana Reid Arbelo s'inscrit dans la continuité de sa précédente législature, après avoir été élue pour la première fois. Et on quitte Paris pour Maupiti, où le nombre de personnes sur l'île a presque doublé pour assister à la pêche aux cailloux. Le conseil municipal et les habitants se mobilisent pour accueillir au mieux tous les visiteurs. Vous allez le voir, à Maurua, l'hospitalité polynésienne prend tout son sens. Le reportage de Jessica Doucet. La semaine dernière encore, ces salles de classe accueillaient les enfants de Maupiti. À compter de ce soir, elles servent de dortoir aux nombreux visiteurs attendus pour l'événement. Dans cette chambre-là, le maire a prévu de loger un groupe de personnes venues pour animer la journée du 11 juillet à Maupiti. Il y a également des chambres à l'arrière, puis à l'école maternelle. Et pour les personnes qui n'ont pas d'hébergement, elles seront également prises en charge par le maire. C'est devenu une tradition pour le maire d'accueillir les visiteurs dans cette école quand il y a un événement culturel de cette nature. Faute de place dans les pensions de famille et autres hébergements touristiques, pourtant au nombre de 57, les voyageurs doivent trouver un plan B. D'autres peuvent toujours compter sur la gentillesse de la population. Dans ce foyer, par exemple, 25 personnes cohabiteront quelques jours. Qui allez-vous accueillir aujourd'hui? La famille de Bora et les amis aussi. Ils arrivent ce matin par bateau. Il va falloir faire de la place. Oui, il y a de la place, pourvu qu'ils aient un toit sur la tête pour passer la nuit. À l'extérieur, une tente se monte. Elle peut abriter jusqu'à 10 personnes. Même des sanitaires ont été installés pour l'occasion. Eh bien oui, cela a été construit spécialement pour les visiteurs. Et après, on retire tout. Chaque année, c'est la même chose. Oui, on attendra les visiteurs de l'année prochaine et on reconstruira à nouveau. L'eau est une denrée rare à Maupiti et son utilisation est réglementée. Là aussi, la municipalité a mis tout en œuvre pour que les habitants n'en manquent pas. L'eau potable est distribuée par l'intermédiaire de 10 fontaines avec un traitement individuel de toutes ces fontaines-là autour de l'île. Ça veut dire que tout simplement que depuis ce temps-là, la population se déplace pour s'approvisionner en eau potable. Je dis bien potable. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 1000 personnes supplémentaires qui sont venues s'ajouter à la population de Maupiti. La population de l'île est également solidaire dans la confection du rau, le filet végétal essentiel pour la pêche aux cailloux. Ancienne et nouvelle génération travaillent main dans la main, comme l'ont constaté Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahuiri Philippon. C'est ensemble avec leur quartier qu'ils confectionnent une partie du rau qui piégera les poissons lors de la pêche aux cailloux jeudi. Les habitants de Vaitia, à Maupiti, réalisent 150 mètres de filets tressés sur des techniques ancestrales. Il n'y a que nous, comme île, qui fait cette pêche aux cailloux, qui fait cet événement. Et sans prendre des filets d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va rester dans nos mémoires, qui va rester dans notre cœur. Le rau qui tapisse le lagon entre l'île et le Motutuan Ei est l'une des pièces maîtresses de cette pêche. Il va se refermer sur les proies lorsque les habitants le rabattront vers le rivage. Mais pour qu'il soit suffisamment solide, il faut respecter certaines étapes. Les grandes étapes, c'est d'aller chercher les morets, l'écorce de pourreau, et après les feuilles de palmier, au moins pour avoir les 150 mètres, mais prendre vraiment les palmiers les plus longs. Ah oui, des souvenirs inoubliables. Parce que tout le monde participe aux préparations du début et jusqu'au jour où on participe sur la mer, sur la mer avec les cailloux, tout ça, et des cris de joie. C'est inoubliable tout ça. Dans ma famille,
avec mes parents et jusqu'à moi aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais transmettre dans mes enfants aussi aujourd'hui. Des jeunes qui se prêtent volontiers à l'exercice. Je suis content, très content qu'on a pu encore enfin refaire la pêche au caillou. On a encore nos matariapos qui sont là à nous apprendre et nous à écouter. Dernière étape, lier les palmes avec de l'écorce de pourau et les torsader. À la veille du jour J, le filet géant est à présent installé et assemblé. Parmi les très nombreux visiteurs, l'île accueille également les reines de beauté du Fénois, une immersion culturelle pour la nouvelle Miss Tahiti, le reportage de Laure Philibert. Motu Tuan Ei que la visite des Miss débute aux côtés des tresseurs de filets. Les jeunes femmes les aident à remonter une partie des tresses sur les barges pour les déplacer. Une opération physique. C'est émouvant et je trouve que ce qui est beau, c'est de voir toutes les générations s'entraider, les hommes s'entraider dans la joie de vivre et tout. Et je trouve que ça représente vraiment bien notre peuple polynésien. On est là aussi pour mettre les mains à la pâte et c'est bien de voir aussi comment est-ce que ça se passe avant, parce que c'est toute une organisation. Moi, je ne pensais pas d'ailleurs que c'était aussi lourd, c'est très physique, de voir aussi que ça rassemble autant de monde. Élu le 21 juin dernier, Temanava Domingo effectue son premier déplacement hors Tahiti et Maupiti l'a déjà conquise. Vraiment, on est émerveillés, hein, c'est incroyable. Il y a une belle énergie, hein, vraiment. Et un bel événement comme celui-ci, c'est unique. C'est vrai que Maupiti, c'était ma première destination en tant que Miss Tahiti. Et j'ai gardé une place spéciale. Franchement, la population, l'accueil, j'ai été touchée par eux et donc je suis très très heureuse de pouvoir me rendre une deuxième fois ici. Franchement, j'avais qu'une hâte, c'était de venir à la pêche au caillou. J'ai eu la chance de pouvoir assister à une pêche au caillou à Kokura, dans les Tuamotu, et j'avais 7 ans. Donc 20 ans plus tard, je reviens à Maupiti déjà et en plus j'assiste à la pêche au caillou très traditionnelle ici à Maupiti, donc c'est une joie, hein, c'est un honneur même. Une pirogue spéciale a été préparée pour transporter les reines de beauté sur le site de la pêche au caillou jeudi. Les Miss participeront également, comme chaque année, au défilé anticipé du 14 juillet. Avant de quitter Maupiti, on retrouve sur place Yarenui Pahueri Philippon. Toute l'île s'active pour les derniers préparatifs de la pêche au caillou, vous l'avez vu. Et Yarenui Yaorana, quel sera le programme demain? Yaorana Emma, nous sommes à la veille de la pêche au caillou. Les filets en végétal ont été installés dans le lagon de Tuan Ei. La population n'attend que le top départ. Mais sachez, Emma, qu'il y a des rituels et des règles à respecter. C'est ce que nous dira Honoré Taputu du comité des sages de la pêche au caillou. Yorana Honoré. Yorana. Comment ça va? Très bien. Alors, il semble que demain matin, il va falloir se lever très tôt. Bien sûr, à 4 heures du matin, il y a 2 groupes qui vont faire le tour de l'île pour réveiller les habitants avec le son des to'ere. À 8h30 du matin, tous les bateaux rejoignent leur site pour commencer à placer. Et après, quand le feu est allumé, c'est là qu'ils commencent à jeter le caillou. Donc cela veut dire que personne ne part tant qu'il n'y a pas le signe du feu, hein? Personne ne part, personne ne commence sans signe de feu. Et donc il va y avoir un capitaine de chaque côté pour accompagner les pirogues, les bateaux? Oui, on a choisi des chefs et le drapeau pour donner le rythme? Voilà, pour donner le rythme, pour que ça soit bien fait, quoi. Que tout soit synchronisé, les coups de cailloux, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et après, les 2 groupes viennent rejoindre en face de la mairie pour aller dans le grand filet? Dans le grand filet, c'est ça. Pourquoi c'est important que tout le monde tape au même moment? C'est important parce que on peut pas. C'est à cause des poissons. On peut pas taper n'importe comment. Voilà. Il faut qu'on tape ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc les poissons ont peur et doivent rejoindre le filet. Voilà, voilà. Tous les poissons
ils vont se réunir pour aller dans le filet, quoi. Parce qu'il y a deux côtés qui jettent les cailloux, quoi. Et donc, une fois que les pêcheurs rejoignent la plage, rejoignent le Motu Tuan, et qu'est-ce qui se passe? On ferme le filet, on ferme, et après, c'est là que ça commence la population commence à tirer le filet jusqu'au rive, quoi. Et donc, il faudra faire attention que le filet ne casse pas. Voilà, mais il y a des chefs qu'on a nommés pour quand le filet casse, ils vont venir attacher. Mais on ne ramasse pas les poissons, on les lâche, quoi. Voilà. Merci Honoré de nous avoir donné ces précisions pour demain matin. Donc vous l'aurez compris Emma, demain pas question de faire grasse mat. Il faudra se lever dès 4 h du matin. Il y aura une tenue de rigueur demain, couronne de tête et tenue en paréo. Merci beaucoup Thierry Nouy et bon courage pour demain matin. Autre événement populaire demain, le Tuaro Maohi. La traditionnelle course des porteurs de fruits se tiendra dans les jardins de Pao'ai. Des athlètes de Nouvelle-Zélande, Hawaï, Samoa et des îles Cook qui participeront. Désiré Taivao les a rencontrés pendant leur préparation. Regardez. Ces athlètes des îles Cook participeront à leur premier Tuaro Maohi. S'ils sont des habitués du grimper au cocotier, ils découvrent la course de porteurs de fruits. Pour se préparer et corriger leur technique, ils peuvent compter sur les conseils de Winzitama. Par exemple, le changement, de ne pas garder toujours du même côté pour éviter d'avoir mal à l'épaule gauche, l'épaule droite, pardon, et puis de changer assez souvent. Et de bien stabiliser sa charge et surtout de bien attacher ses fruits. Ouais. Parce que souvent c'est le problème. Hein? Ils courent mais ils n'ont pas attaché les fruits correctement et ça tombe. Ça les pénalise. Quoi. On ne fait pas de course de porteurs de fruits aux îles Cook. C'est pour ça que l'on est venu à Tahiti. On voulait découvrir cette discipline et apprendre aux côtés des meilleurs. Du côté de la délégation hawaïenne, on est déjà rompu à l'exercice. Si la performance sportive est importante, le partage et les échanges entre cousins du Pacifique sont aussi au cœur de ces Tuaro Maohi. C'est pour ça qu'on vient, c'est vraiment pour partager notre culture, leur culture, essayer de faire quelque chose ensemble. Tout le monde s'entraide, mais c'est sûr, une fois qu'on monte sur, c'est le jour de la compétition, tout le monde essaie de faire de son mieux. C'est ce qu'on espère. Les athlètes se sont aussi exercés au lever de pierre. Cédric représentera les Marquises dans la discipline. Ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, on a très peu d'entraînement, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Puis on s'est dit pourquoi pas tenter ça, c'est une aventure. Voilà, on vient participer à des rassemblements sportifs culturels. Ces athlètes se retrouveront demain après-midi à Pao'ai pour la course de porteurs de fruits. Ils enchaîneront ensuite ce week-end au Pakveirei à Punauia avec le lever de pierre, le patiafa ou encore la lutte traditionnelle. On continue sur les festivités du mois de juillet, mais cette fois on s'intéresse au Heiva. Coup de projecteur ce soir sur le groupe Tamari Tiperui. Ils ont remporté en 2023 le 3e prix de la catégorie Tarava Raromat Ei. Et cette année, le groupe mise sur la puissance de la parole. Mais Reteato s'est rendu sur la scène de Tohata pour leur repérage. Regardez. À une semaine du grand soir, l'heure est à la répétition générale pour les Tamari Otefa no Tiperui, un exercice grandeur nature sous l'œil avisé des membres du jury. J'ai tenu compte de tous les conseils qu'on m'a donnés. Ce sera plutôt au niveau du timing et des voix. Donc je sais qu'on a peiné au niveau des hommes, mais ça va être renforcé. Pour les femmes, aussi bien pour les Huti, les Riopiti et les Farara, non, je suis confiante sur ce côté-là. Afin de sublimer le spectacle de chaque groupe de chant ou de danse, venu de toute l'île de Tahiti, de Moorea et Raiatea, des petites mains s'activent dans l'ombre. Pendant les générales, on essaie quand même de demander au régisseur de lumière de mettre un peu de lumière pour nous pour qu'on puisse repérer les positionnements des micros. Comme ça, on note tout ça sur une fiche technique et dès qu'on a toutes les infos pendant la soirée, on travaille dans le Nord, on suit seulement nos fiches techniques. Donc on travaille un peu les yeux fermés, on va dire ça comme ça. Des équipes techniques qui se coordonnent avec les artistes. Ils étaient beaucoup à notre écoute. Ils nous ont beaucoup conseillé au niveau de la disposition, vu que le nombre n'est pas atteint ce soir. Donc, pour tout et au niveau de la technique, ils ont bien répondu.
Donc je dis déjà pour ce soir félicitations et j'espère vraiment que pour la soirée ça serait mieux, ça serait encore mieux. Jeudi 11 juillet, le groupe ouvre la soirée de spectacle et sera suivi du groupe Te Papeorano Papof'ei en catégorie Tarawa Tahiti. Tamari Mateia clôturera en Huratau. Tridacna gigas, ce nom ne vous est sans doute pas familier, mais c'est l'appellation latine du bénitier géant endémique d'Océanie. Ce livre lui est consacré. Dans les temps anciens, artistes et artisans le transformaient en objet de prestige en Mélanésie. Un livre à la fois historique, scientifique et culturel, richement illustré, écrit par Éric Lancrenon et Didier Zanet. Il est vendu à 7200 francs. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Juste après l'émission Au cœur du Heiva, TNTV vous propose un documentaire inédit, Le surf, une histoire polynésienne. Et très belle soirée à tous sur notre antenne. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.